Déjà, je m'appelle professeur Célestin Nélé. Pour ce cours qui a commencé hier et que ça continue aujourd'hui, bien, nous avons vu le premier chapitre qui porte sur les treillis, que j'ai un autre treillis en français, mais en anglais c'est lettuce. Et je vais utiliser la lettre L pour le treillis. Et le deuxième chapitre qui portait aussi sur les treillis résidués, je note RL, résidué de lettuce, qui est rien d'autre que la notion de treillis enrichi. On a vu qu'un treillis, c'est tout simplement une algèbre vérifiant 0L, 1L, vérifiant soit certains axiomes ou bien un ensemble partiellement ordonné, tel que toute paire d'éléments admet un sup et un inf. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Et on a démontré que les deux définitions, que ce soit avec le sup et le inf 0 à 1, vérifiant certaines actions ou bien ensemble partiellement ordonné, ou toute paire d'éléments obtient un sup et un inf, on a démontré que les deux définitions sont équivalentes. Donc, dans la suite, on utilise l'un des deux. Dans cette théorie, on a vu la notion d'idéal, la notion de filtre, et on a démontré que la notion d'idéal et de filtre viennent en paire. On a vu aussi la notion de homomorphisme, et on a démontré que l'image réciproque d'un idéal est un idéal, l'image réciproque d'un filtre est un filtre. Ça, c'est les rappels d'hier. Qu'est-ce qu'on a aussi vu? On a vu des exemples de treillis, et on a vu que l'intersection d'un treillis est un treillis. On a vu des exemples de treillis comme l'algèbre de Boole, ainsi de suite. Ça, c'est pour le chapitre 1 qu'on a vu hier. Ensuite, on a entamé le chapitre 2 qui est la résiduation. Un treillis résidué, c'est quoi? C'est juste un treillis enrichi. Ou ici, c'est L. Ça veut dire quoi? La première partie, c'est un treillis, et ceci et ça forment une paire adjointe. Donc, un treillis résidué, c'est juste un treillis qu'on a enrichi avec la résiduation. Et comme exemple de treillis résidués, on a les idiots d'un anneau. Et on a eu aussi la notion de T norme qui a 0,1 croix 0,1 dans 0,1. Vérifiant la commutativité, la croissance, et on a vu qu'à chaque T norme, on lui associe une implication comme ça, et l'ensemble 0,1 muni de sa T norme et de son implication, on a démontré que ceci forme un treillis résidué. Ici, le sup, c'est naturel, et le inf aussi, c'est naturel. Ça, c'est des exemples de treillis résidués à la T norme de Gödel qui donne T de xy égale minimum de xy, T norme du produit T de xy. Et la T norme de Lukasiewicz, on a les trois T normes classiques, et à ces T normes, on associe une structure de Gödel, une structure produit ou gain, et enfin l'algèbre de Lukasiewicz qu'on appelle aussi MV. Nous avons vu plusieurs sous-classes de treillis résidués, c'est-à-dire prélinéaires, divisibles, stoniennes, et si je peux me permettre, le diagramme suivant nous rappelle tout ce qu'on a vu hier. Nous avons le diagramme là. Voilà. Voilà, le diagramme suivant nous a permis, on a étudié toutes ces sous-classes de treillis résidués hier. Bon, nous avons vu aussi la notion d'idéal.
ici et des filtres. Et on a démontré que la notion d'idéal et des filtres ne viennent pas en paire. Pour la notion de filtre, on a aussi la notion de système déductif. Et on a montré que filtre et système déductif viennent en paire. On a aussi parlé de l'addition, où nous avons créé d'abord plutôt la pseudo-addition dans les BL algèbres au départ. Et cette notion existe bel et bien aussi dans les treillis résidués. Et on a montré qu'avec la notion d'addition, ou bien la notion de pseudo-addition, on peut caractériser les treillis résidués. On a également vu la notion de l'annihilateur et on a vu les différents types d'idiots. On a étudié les idiots n-fold. N-fold, c'est quand n est un entier supérieur ou égal à 1. Quand c'est un fold, on ne parle plus de n-fold, par exemple, boolien. C'est quand c'est un fold boolien, c'est boolien. Et n-fold boolien. La théorie du n-fold, on a aussi suffisamment étudié et on a illustré ici par certains exemples. Et c'est presque l'essentiel qu'on avait vu hier. On peut continuer maintenant aujourd'hui avec la notion de congruence, qui est une notion assez importante pour toutes les structures algébriques, pas seulement les treillis résidués. Ça se retrouve dans les groupes, dans les anneaux. Et le résultat important, c'est que les filtres ou bien les idiots, et dans le cas particulier des treillis résidués, les filtres et les congruences viennent en paire. Donc on a autant de filtres que des congruences. Ça c'est le cas des treillis résidués que nous allons regarder tout de suite. Allons directement sur la notion de congruence. Voilà. Ça c'est à titre de rappel. Pour la suite du cours, vraiment, nous continuons avec la notion de congruence dans un multitreillis résidué. Avant d'aller regarder nos notes, il est important de faire retenir le processus une fois pour toutes. On se retrouve dans une situation générale où on a une loi de composition interne, une relation binaire R. On dit ceci, que étoile, la relation étoile est compatible. La relation R est compatible avec étoile si et seulement si la situation suivante se présente. A, RB, C, RD, ceci entraîne A étoile, C, RB, RB étoile D. Ça, c'est la définition d'une relation R compatible avec une relation, la loi de composition compatible avec la relation R. Quand on a une relation R et une loi de composition interne, voici la définition de la compatibilité. Qu'est-ce qui va se passer donc maintenant? On parlera de congruence chaque fois qu'on aura un ensemble L avec les opérations et une relation. Et on dira que ce sera une congruence si c'est une relation d'équivalence compatible avec toutes les lois. Donc, dans le cas de notre multitreillis résidué, on a le sub, le 1, la multiplication et l'implication. Il faudra vérifier que tout ça, ça marche. C'est-à-dire, une relation d'équivalence R est une congruence sur L, un treillis résidué
si et seulement si R est compatible avec toutes les lois, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Nous pouvons donc noter une relation de congruence, c'est donc une relation d'équivalence. Qu'entend-on par relation d'équivalence? C'est une relation qui est à la fois réflexive, c'est-à-dire XR, Y, une relation symétrique, XR, Y et une relation d'équivalence, puisque hier on a vu la relation d'ordre, c'est-à-dire réflexive, antisymétrie et transitive. Ça, c'est ce qu'on a vu hier pour une relation d'ordre. Et maintenant, pour une relation d'équivalence, c'est réflexive, symétrie et transitive. Ici, c'est la même définition. Antisymétrie, ici, ça veut dire XR, Y et YR, X entraîne X égale à Y. Ici, c'est XR, X, alors YR, Y. XR, X, alors YR, X. Ça, c'est la symétrie. On revient. C'est ça. Donc, une relation qui sera compatible avec tout ça sera appelée la relation de congruence. Quand on a défini ces relations de congruence, il y a un exemple courant et plus utilisé dans les cas de treillis résidués. Le résultat va dire ceci. Si vous avez un filtre dans un treillis résidué, F filtre du treillis résidué L, la relation suivante on montre facilement. On montre facilement que cette relation est une relation d'équivalence. On peut s'amuser. La réflexivité va de soi KXR Y puisque XR X puisque X flèche X est égal à 1 appartient toujours à F. La relation est réflexive. On peut s'amuser aussi à démontrer que cette relation est symétrique. On peut aussi s'amuser à démontrer que cette relation est transitive. Donc c'est bien une relation d'équivalence. La compatibilité avec le sud, le 1, la multiplication et la flèche va aussi de soi. Ça, c'est un résultat très important à retenir quand on travaille dans les treillis résidués. Voilà un cas palpable où on a un treillis résidué. Le voilà. Voilà le treillis résidué. C'est l'ensemble qui a ABC, 0A, B, C, D, 1. Et la figure, la relation d'ordre est donnée par son diagramme de As. La table de la multiplication est là. Ça, c'est la table de la flèche. Ça, c'est la table de la multiplication. Et ici, on essaie d'amuser donc à calculer les idiots. On a deux idiots ici. Quand on veut calculer les filtres, on en a 1, 2, 3 filtres. Ici donc, contrairement à ce qu'on a vu dans les treillis, on a 3 filtres, mais on n'a que 2 idiots. Ce qui veut bien dire que la notion d'idéal et des filtres ne viennent pas en paire dans le contexte des treillis résidués. On définit la relation de congruence. Ici, on a travaillé avec le filtre 1 et nous avons bien, voilà toutes les classes d'équivalence. Voilà. Voilà un exemple concret de calcul des classes d'équivalence avec la relation de congruence donnée par l'équation au tableau. Bon, on va continuer. On va continuer. Donc, on a vu sur un exemple, la notion d'idéal et filtre ne sont pas duales dans le contexte des treillis résidués. C'est-à-dire qu'on a en principe plus de filtres que d'idiots.
C'est ça qu'on stresse là, qu'on a beaucoup de filtres que les idiots. Et maintenant, il y a cette relation. Il y a les filtres et les congruences viennent de pair. C'est facile à démontrer. Mais au cas où le treillis résiduel est régulier, la notion de filtre et d'idéal, ces deux notions viennent en pair. C'est le cas particulier d'une MV algèbre, c'est le cas particulier d'un treillis. Et tout ça se joue sur quoi? C'est cette propriété de la double négation. Quand le treillis résiduel est régulier, c'est-à-dire la double négation est vérifiée, on a bien de très bonnes propriétés et les calculs deviennent aussi faciles. Mais en général, nous n'avons pas cette situation. Bon, avec cette notion de congruence, nous achevons donc le chapitre 1 sur les treillis résiduels, sur les treillis, et le chapitre 2 sur les treillis résiduels. On va maintenant avancer au chapitre 3. Et le chapitre 3, je l'ai institué quelques nouvelles classes de treillis résiduels. Je reviens bien toujours sur le diagramme-ci qui est important. On pourrait même l'extraire et afficher à chaque fois. Voilà, nous avons le diagramme suivant. L'objectif du chapitre 2 que je l'ai intitulé New Class of Residual Lattice. Ça, on va caractériser les classes de treillis résiduels que nous n'avons pas vues dans la littérature. Et à la fin de ce chapitre, comme homework, il faut compléter ce diagramme en positionnant tous les autres sous-classes qu'on va étudier au chapitre 3. Et c'est un petit exercice à faire parce qu'on va faire tout ça de façon théorique. Il faut seulement faire après, utiliser les résultats qu'on aura obtenus pour aller dessiner le diagramme. Passons donc au chapitre 3. Voilà. Voilà donc le chapitre 3 qui a pour titre quelques nouvelles classes de treillis résiduels. Je signale que les résultats importants de ce chapitre, nous les avons découverts pendant les 5 années de nos travaux de recherche. La première classe ici, c'est la notion de semi-idempotence. La notion de semi-idempotence existe déjà dans la littérature. Notre contribution ici a été juste de la caractériser. C'est les nôtres, qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé. Semi-idempotence, ça veut dire quoi ici? Cabrera ont démontré ceci que si vous avez l'équation ici, dans un treillis résiduel, alors le treillis résiduel se réduit à l'algèbre de Elty. Donc, la notion ci est une notion très forte. Et quand je veux parler de semi quelque chose, semi-idempotence si on veut, semi quelque chose, c'est une technique très appropriée que nous utilisons pour affaiblir les équations. En réalité, la procédure c'est quoi? Au lieu de travailler avec tous les éléments, on travaille avec les éléments comme les compléments. Essayons sur un cas. Nous avons ici la notion de semi-idempotence. On va aller à semi. Je vous ai dit ceci, qu'on va travailler. Ça, c'est pour tout x appartenant à L. Maintenant, pour aller dans les semi, on va travailler avec le prime. Ça veut dire pour tout x appartenant à L, qu'est-ce qui se passe? X' et toi, x' égale à x', le tout prime. Voilà la définition de ces semi-idempotents. Première des choses
quand vous avez l'équation comme ça, et vous dites que c'est l'équation qui existe dans la structure algébrique des triés résidués, le premier travail à faire, c'est de trouver un exemple. Et c'est cette procédure qu'on va appliquer chaque fois. Ici, trouvons l'exemple. Ça, c'est la première des choses à faire. Une fois qu'on aura trouvé l'exemple, les propriétés. Bon, quand on regarde les propriétés, c'est juste pour faciliter les calculs. Et enfin, lien avec les classes déjà trouvées ou bien existantes. Ça, c'est la démarche classique que nous allons adopter dans ce chapitre. Donc, ça, c'est la notion de semi-idempotent que nous avons bien définie. Voilà un exemple. Voilà la définition des semi-idempotents pour ceux qui peuvent prendre note. C'est ça. Voilà la définition des semi-idempotents. Voilà la définition des semi-idempotents pour celui qui veut prendre les notes. Et voilà un exemple. Une fois qu'on a un exemple, ça signifie donc que la définition est bonne et que l'objet existe en réalité. Voici un exemple d'élément. Voici son diagramme des As. Voilà la table de la flèche. Voilà la table de la multiplication. On vérifie facilement que c'est un trié résidué semi-idempotent, non idempotent. Donc, avec ça, on conclut bien que la classe des triés résidués semi-idempotents n'est pas artificielle. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe et qu'on a bel et bien un exemple. Une fois qu'on a un exemple, le reste n'est pas compliqué. À partir de la somme ordinale que nous avons vue au chapitre 2, ça nous permet de développer d'autres exemples. Voilà, le deuxième exemple-ci montre que on a un exemple ici. Voilà là. Voilà la table de la multiplication. Voilà la table de la flèche, la table de multiplication, le diagramme des As. L'exemple-ci, on montre que ce n'est ni idempotent, ni semi-idempotent. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, premier exercice, premier pont, j'ai traversé parce que j'ai trouvé des exemples et j'ai trouvé aussi des contre-exemples. Le premier pont est traversé. Deuxième pont maintenant, c'est les propriétés. Je traverse aussi le deuxième pont facilement. Voilà les propriétés. Et toutes ces propriétés sont faciles à démontrer. Maintenant, je suis au troisième pont, le lien avec les autres. Et là, on démontre que semi-idempotent et régularité entraînent idempotent. La preuve est facile à voir. C'est quoi? On dit ceci. Idempotent entraîne semi-idempotent. Mais la réciproque n'est pas vraie. Toutefois, si on ajoute la régularité, le résultat marche. Voilà, ça c'est des choses faciles à démontrer. Prenons un cas par exemple. Prenons ceci. Montrer que semi-idempotent plus régularité donne idempotent. Qu'est-ce qu'il suffit? Si on a semi-idempotent, on a ça. On a x'. X' prime est égal à x' prime. On applique le résultat. Cette fois-ci, pas pour x', on applique ça sur x'. On obtiendra donc x'. Ça, je travaille avec x', le premier prime là reste. X', je travaille avec x', le premier là reste. Tant le prime reste est égal à, je travaille avec x'.
le premier reste. On sait que ceci, c'est x'. Et ici, ce sera x seconde. Comme on a la régularité, ceci c'est x. On applique encore le prime. On utilise toujours la régularité. Voilà le résultat démontré. On peut s'amuser à faire le même travail pour démontrer ça et pour démontrer ça, pour démontrer ça. C'est clair. On a démontré donc idempotent et régularité, c'est ça. Idempotent et régularité entraînent une algèbre de boules. Bon, la preuve est là. Ce n'est pas compliqué. On démontre aussi que semi-idempotent et régularité entraînent idempotent. C'est ce qu'on a fait là-bas au tableau. Et on conclut que les uniques idempotents, semi-idempotents et régularité, ce n'est que les algèbres de boules. On attaque une nouvelle notion qu'on va appeler ici divisible et semi-divisible. Il faut qu'on explique et après on peut prendre note. Divisible, treillis résiduel divisible veut dire quoi? Cette notion a été étudiée par beaucoup d'auteurs. Divisible, ça veut dire quoi? X et Y est égal à X point X flèche Y. Ça, c'est la divisibilité. Et lorsqu'un treillis résiduel est divisible, on a des exemples, des propriétés. Ça existe déjà. Quand on passe à la semi-divisibilité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut affaiblir cette notion. On travaille avec les primes, on aura donc x', prime, prime. Ça, c'est la semi-divisibilité. Même mécanisme. Une fois qu'on a défini la semi-divisibilité, on étudie le lien avec ça et les mêmes résultats marchent. Divisible entraîne semi-divisible. Semi-divisible n'entraîne pas divisible. Et on ajoute aussi régularité. Semi-divisible plus régularité entraîne divisible. Voilà les résultats qu'on obtient aussi. Et comme j'ai dit, semi-divisible ou divisible, on a des exemples. On va défiler les exemples. On a les propriétés. Et le lien avec les autres classes. Ça, c'est clairement établi. Donc, pour le cas de la divisibilité et de la semi-divisibilité, nous avons des résultats propres. Oh, voilà. Donc, premier résultat, on peut prendre les notes. Tout treillis résiduel semi-divisible. Tout treillis résiduel semi-divisible est divisible. Voilà. Et des exemples, ça abonde. Et quand on a un exemple, on peut travailler avec, on peut traiter l'exemple avec la somme ordinale. On peut construire beaucoup d'autres exemples. Je dois attaquer une notion qui, pour moi, est très importante. Je pense qu'on va prendre peut-être une pause avant de continuer.
parce que la notion-ci est une notion très, très importante. Bon, une pause ne signifie pas absolument qu'on va partir, mais on va peut-être aller tout simplement au but. Bon, nous pouvons valablement continuer. Avant qu'on aille prendre les notes, le plus important, c'est de comprendre le mécanisme. Une fois qu'on comprend le mécanisme, le reste devient un peu plus facile. Dans les treillis résiduels, nous avons cette équation-ci. Qu'on a appelée prélinéarité. Bon, nous on a vu comment on a fait semi-idempotent. On a vu comment on a fait semi-divisible. Parce que idempotent, semi-idempotent, semi-divisible existe dans la littérature. Ici, c'est notre contribution. Nous nous sommes donc amusés à... Nous, on a l'équation-ci. Et c'est vrai que le problème est venu d'ailleurs pendant qu'on faisait des études dans les multitreillis résiduels. Mais on s'est rendu compte que cette notion de semi-prélinéarité n'existe pas. La notion de semi-prélinéarité n'existe pas dans les treillis résiduels. On s'est posé la question que on a affaibli l'idempotence, on a affaibli la semi-divisibilité. Pourquoi ne pas affaiblir donc la prélinéarité? Comme on a maîtrisé la technique, affaiblir ici, c'est travailler avec les éléments complémentaires. On obtiendra donc x' flèche y' ou y' flèche x', le tout prime est égal à 1 prime. Voilà ce qu'on peut obtenir comme semi-prélinéarité. Et en développant ça, nous obtenons x' flèche y'. Égal à 0. Ça, quand on a obtenu l'équation-ci, on a trouvé qu'on a d'autres exemples. Mais parallèlement, on a l'équation-ci. X' flèche y' ou y' flèche x' égale à 1. Voici deux choses qu'on a obtenues. Semi-prélinéarité 1, semi-prélinéarité 2. Quel est le bon candidat? La méthode a été la même. Première des choses, est-ce qu'on a des exemples ici? Exemple. Première question, est-ce qu'on a des exemples ici? Oui. Est-ce qu'on a des exemples là-bas? Oui. Quel est le bon candidat? Point d'interrogation. Que se passe-t-il si on a la régularité? Si on a la régularité, ceci, cela s'écrase. La preuve est très facile. Voilà. Pour ne pas s'ennuyer à la généralité, l'équation-ci, nous n'en l'avons pas encore beaucoup étudiée, mais c'est une sorte de prélinéarité. L'équation, pour ce cours, on va s'intéresser seulement à ça. Voilà ce qu'on va appeler dans ce cours notre semi-prélinéarité. Et je vais expliquer un peu la philosophie, pourquoi on est arrivé à cette équation. Et cette équation, nous l'avons découvert seulement il y a environ 4 ans, quand on travaillait dans les multitreillis résiduels, qui est fait l'objet du chapitre 6. Et comme on n'avait pas cette notion, puisque les autres notions on traînait dans la littérature, comme on n'avait pas cette notion, il fallait créer. Et comme on a défini l'équation-ci,
Les exemples existent, les propriétés existent, le lien avec les autres structures existe. Ce qui fait que dans le jargon de cette théorie, on a bien trouvé une nouvelle structure algébrique. On peut prendre note sur tout ce qu'on a dit là. Donc, pour nous, la semi-prélinéarité, c'est ça. Allons-y. Là, on donne la définition d'un treillis résiduel semi-prélinéaire. La définition d'un treillis résiduel semi-prélinéaire est donnée par l'équation suivante. Donc, quand on a l'équation, il faut chercher des exemples. A-t-on des exemples? Réponse oui. Voilà un ensemble. Voilà le diagramme des As. Voici la flèche. Voici la table du produit. On vérifie bien que ceci est semi-prélinéaire, mais qui n'est pas prélinéaire. Donc, ça ne vérifie pas l'équation P, mais ça vérifie l'équation SP. Ça veut dire que semi-prélinéaire est une notion bel et bien existante. Ça ne coïncide pas avec la notion de prélinéarité qui existe déjà. Donc, on peut dire valablement que c'est une nouvelle sous-classe des treillis résidués. Cherchons donc. Voilà ici, à l'exemple 5, nous on a un exemple aussi. Voilà l'ensemble. Voilà son diagramme des As, la flèche, la multiplication. Et on vérifie que ceci n'est ni semi-prélinéaire, ni prélinéaire. La proposition 5 nous dit seulement que quand c'est prélinéaire, c'est semi-prélinéaire. Ça saute à l'œil. Puisque quand c'est préliminaire, ça c'est pour tout x, flèche y, pour tout x et y. Et si vous prenez en particulier pour les éléments complémentaires, ça marche. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je reprends ça. Ça c'est des techniques classiques. On a ceci. Prélinéaire entraîne semi-prélinéaire. Prélinéaire, semi-prélinéaire n'entraîne pas automatiquement prélinéaire. Mais prélinéaire, régularité, voilà. Donc, quand on est dans un treillis résiduel qui est les régularités, les notions s'écrasent. Voilà. Donc, la preuve est évidente, c'est ça. On peut copier. Et là, quand on ajoute la prélinéarité, ça devient, quand on ajoute la régularité, ça devient la prélinéarité. La preuve est là, c'est en quelques lignes. No big deal. Et comme j'ai dit, on regarde les propriétés, on a les exemples, on regarde les propriétés, on regarde le lien avec les autres treillis résiduels. Ici, on démontre que semi-prélinéaire ne coïncide pas avec De Morgan, ça ne coïncide pas avec pseudo-complémenté, ça ne coïncide pas avec stonien. La démonstration n'est pas compliquée. Mais à la proposition 6, nous montre que si on combine De Morgan, c'est ça, on combine De Morgan et pseudo-complémenté, alors on a la semi-prélinéarité. Donc, on a démontré que ceci, on dit, je reprends, on dit que avec des exemples, on a montré que semi-prélinéaire n'est pas De Morgan. Semi-prélinéaire n'est pas pseudo-complémenté. Semi-prélinéaire n'est pas stonien. Toutefois, si on combine De Morgan et pseudo-complément, automatiquement on obtient semi-prélinéaire. C'est le résultat de la proposition 6 et la preuve est là. Pour continuer donc, voici le résumé. Et comme homework, à partir des résumés-ci, nous pouvons donc aller compléter le tableau du début de ce cours et obtenir un diagramme plus vaste qui étudie les sous-classes des treillis résidués
en incluant la nouvelle classe qui est la semi-prélinéarité que nous avons découvert. Ça, on peut résumer. Chaque MTL algèbre est semi-prélinéaire. En un mot, prélinéaire entraîne semi-prélinéaire. C'est ce que ça veut dire. Ceci dit quoi? Que semi-prélinéaire et régularité entraînent prélinéarité. On a démontré. Et le point suivant dit, De Morgan n'est pas semi-prélinéaire. De même, semi-prélinéaire n'est pas toujours De Morgan, ce n'est pas toujours pseudo-complémenté, ce n'est pas toujours stonien. Toutefois, quand on a De Morgan et pseudo-complémenté, on démontre que c'est semi-prélinéaire. Ensuite, on démontre que every stone, que tout treillis résidué de stone est semi-prélinéaire et la réciproque n'est pas vraie. Pour démontrer tout ça, ce n'est pas compliqué. Et chaque fois quand on dit que la réciproque n'est pas vraie, la tâche à faire, c'est juste construire un contre-exemple. Voilà. Donc, pour les nouvelles sous-classes des multitreillis résidués qu'on a pu découvrir, on peut, voilà le résumé, comme exercice. Chacun de nous peut aller prendre le diagramme en fonction des résultats là, de redessiner ce diagramme à sa guise. Ça, c'est ce qu'on a déjà fini et c'est propre. Maintenant, nous allons étudier la notion de l'idéal premier. Cette notion d'idéal premier, j'efface. La suite de ce travail ici, c'est la notion d'idéal premier. En fait, l'objectif ici, c'est de caractériser les treillis résidués prélinéaires et semi-prélinéaires. On peut aussi le faire avec les filtres premiers. En fait, cette étude des filtres premiers et des itos premiers démontre quoi? Ça nous permet de voir la distance qu'il y a entre semi-prélinéaire et prélinéaire. Parce que ça nous permet de voir qu'il y a beaucoup de résultats qui marchent dans la situation où on a la prélinéarité, contrairement à la situation où on a la semi-prélinéarité, où ces résultats ne marchent pas. C'est pour ça que ça nous permet de bien conclure que semi-prélinéaire et prélinéaire, c'est deux choses complètement différentes. C'est ça le résultat à retenir. On peut donc s'amuser à aller seulement juste les définitions, mais comme je redis et je répète, la notion de idéal premier ou bien des filtres premiers ici nous permet de montrer la distance qu'il y a entre les deux structures. La nouvelle structure qui est la semi-prélinéarité que nous avons découvert et la première structure qui est la prélinéarité qui existe déjà. Bon, on va prendre juste les notes. La définition d'un idéal premier, on dira qu'un idéal est premier si chaque fois que l'intersection est dans P, alors l'un au moins est dans P. Classique, c'est des définitions classiques. On a la notion de premier, de deuxième type. Ça, c'est presque la même définition, mais chaque fois ici, on travaille avec les exemples. Et maintenant, la définition de l'idéal premier de troisième type, on travaille avec la flèche. Le premier résultat nous dit ceci. Ça, c'est important. J'ai expliqué tout à l'heure, c'est important, on peut souligner. On montre que, contrairement dans la situation où on a la prélinéarité, dans le cas de la semi-prélinéarité, la notion d'idéal premier et idéal premier de second type ne sont pas équivalents. Voilà un premier résultat important qui démontre que la notion de semi-prélinéarité et prélinéarité sont deux choses différentes. Ça, c'est à retenir. Donc, si
prélinéaire, alors idéal premier et idéal premier de type 2, c'est la même chose. Par contre, si semi-prélinéaire, alors idéal premier, idéal premier de type 2, ça, c'est différent. Voilà un premier résultat qui montre que la prélinéarité est bien différente de la semi-prélinéarité. Continuons. Et pour le faire, on ne l'a fait que sur des exemples. C'était fastidieux, mais ça va. Voilà un ensemble A. Voilà son diagramme de As. Voilà le tableau de la flèche. Voilà la multiplication. Et on vérifie bien que ceci, avec l'équation ci, on démontre que ce n'est pas prélinéaire, donc ce n'est pas une MT algèbre. On prend l'idéal nul, que voilà. On démontre que l'idéal nul ci est un idéal premier, mais avec les calculs ci, on démontre que l'idéal nul n'est pas premier, n'est pas premier des troisième type aussi. Donc, l'idéal nul ici est un idéal premier qui n'est pas premier des deuxième type. On demande aussi que ce n'est pas premier des troisième type. Voilà donc un contre-exemple qui illustre bien le résultat au tableau. Le deuxième exemple, ici on a 4 éléments. On a la flèche, on a le diagramme des As, on a la multiplication, on a I ici qui est un idéal premier de troisième type, mais qui n'est pas un idéal premier de deuxième type. De même, on peut illustrer ça avec les filtres. Le filtre 1 qui est un filtre premier de second type, mais qui n'est pas un filtre premier. Donc, avec la notion des filtres premiers ou d'idéal premier, on a bien démontré qu'il y a un gap entre prélinéarité et semi-prélinéarité. C'est la seule chose à retenir. Et pour conclure, nous avons le tableau suivant. C'est le résumé. Si on regarde le tableau suivant, une partie on l'a fait à la main et par la suite on a fait avec les algorithmes. À l'ordre 1, c'est-à-dire quand on a un élément, on a un seul treillis résidué, on a le seul treillis résidué estonien, le même treillis résidué est semi-idempotent, le même treillis résidué est semi-divisible, le même treillis résidué est de Morgan et le même treillis résidué est estonien. Quand on passe à l'ordre 2, tout marche encore. Quand on passe à l'ordre 3, on commence à voir la différence. Tous les treillis résidués d'ordre 3, il y en a 2. Les deux sont semi-prélinéaires ou un seul est semi-idempotent. Les deux sont semi-divisibles. Les deux sont de Morgan, un seul est estonien. Quand on passe à l'ordre 4, la différence commence à se créer. On a 7 qui sont les treillis résidués. Les 7 sont semi-MTL ou bien semi-prélinéaires. 3 sont semi-idempotents. 6 sont semi-divisibles. Les 7 sont de Morgan et 3 seulement sont stoniens. À l'ordre 5, on a 26, 25, 8, 19, 23 et 7. À l'ordre 6,
On a 129, 122, 30, 80, 110, 27. Je signale tout simplement qu'au début, ces calculs ont été faits à la main. Mais aujourd'hui, nous, on a des algorithmes qui nous permettent d'obtenir tous ces résultats. Si on regarde bien, on verra que les treillis résidués, la première ligne là, on voit qu'après ça, il y a un semi-préliminaire qui se rapproche. Le nombre des treillis résidués semi-préliminaires se rapproche du nombre de treillis résidués. Après la semi-prélinéarité, si on regarde l'autre tableau, ce qui vient en deuxième position en termes de nombre, je crois c'est De Morgan. Oui, c'est De Morgan qui vient en troisième position. Et enfin, je crois que semi-divisible, c'est semi-divisible qui vient en quatrième position. Voilà en gros les nombres des classes des sous-treillis résidués que nous on a étudié et que c'est nouveau. Il y a déjà un tableau avec le diagramme que je vous ai montré au début là. Le calcul ont été déjà fait sur ces diagrammes pour ces sous-classes. Donc le travail à faire, c'est, comme j'ai dit, qu'il faut compléter le diagramme. De la même façon, il faut prendre le tableau et compléter l'autre tableau. Et on a une étude complète des sous-classes des treillis résidués existants jusqu'à nos jours. Bon, avant de passer au chapitre suivant, je voulais tout simplement signaler que pour nous, ce qui est vraiment nouveau, c'est cette notion de semi-prélinéarité. Nous, on l'a vu comme sous-classe. Nous, on a étudié au point de vue algébrique. Il est bien fort possible que cette étude algébrique ait des conséquences logiques. Ça, c'est des pistes à explorer et tout est encore ouvert. On a beaucoup d'espoir du moment où la notion forte, qui est la prélinéarité, est liée à une logique qu'on a appelée MTL logique. MTL ici, ça veut dire monodalité norme logique. Donc, on a espoir que la semi-prélinéarité peut apporter aussi de la lumière sur le point de vue logique. Mais pour le moment, ce n'est qu'une conjection et les investigations vont se poursuivre. On peut prendre donc une pause avant d'attaquer dans le chapitre 4. Merci. S'il y a des questions. Bon, nous allons entamer maintenant le chapitre 4 de notre cours qui a pour titre multi-treillis résidués et treillis résidués. Au chapitre 1, nous avons vu la notion de treillis. Au chapitre 2, nous avons vu la notion de treillis résidués, où c'est juste un treillis où on a enrichi avec deux opérations. Ici maintenant, on aura la notion de multi-treillis, qui n'est rien d'autre que la génération du treillis. Avant de donner la définition et autres, c'est plus simple de comprendre le processus sur un exemple. Allons-y. Prenons un exemple pour se fixer les idées. Nous avons un ensemble. Prenons ici A. Prenons ici B. Prenons ici le top élément, c'est ça. Prenons ici C. Prenons ici D. Et le bottom élément, le plus petit, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ensemble à 6 éléments. Donc le diagramme des As, comme nous avons vu au premier chapitre, est donné par la figure suivante. Bon, simple exercice. Cherchons les majorants de l'ensemble C et D. Cherchons les minorants D, A et B.
cherchons le sub de A et B, la borne supérieure de C et D, ainsi que la borne inférieure de A et B. Ça, c'est un exercice. Et cherchons l'élément, ici, nous sommes à A et B, cherchons l'élément maximal des minorants de A et B, qu'on va noter ici. Et cherchons l'élément maximal des majorants de C et D, qu'on va noter ici. Une fois que nous aurons compris cette démarche, on aura déjà une idée de la notion de multitreillis, qui est bel et bien une génération de la notion de treillis. Allons-y, simple exercice. Majorant de C et D, c'est quoi? Voici C et D. Tout ce qui est au-dessus de C et D, c'est A, B et A. OK. Regardons de même les minorants de A et B. Voici A et B. Les minorants, c'est tout ce qui est en dessous. Les minorants de A et B, c'est C, D, 0. Bon. On veut regarder la borne supérieure de C et D. La borne supérieure de C et D, par définition, C et D, c'est le plus... La borne supérieure C et D, c'est le plus petit des majorants. Le plus petit des majorants, voici ces majorants. Quand on prend l'ensemble ici, le plus petit des majorants, c'est qui? Ça n'existe pas. Puisque B est plus petit que 1, A est plus petit que 1. Il n'y a rien qui est plus petit parmi les majorants de C et D. Donc ici, un petit 7, ça n'existe pas. De même, regardons les minorants de A et B. A et B, le plus petit des minorants de A et B. A et B a les minorants, voici ces minorants. Le plus grand des minorants de A et B, ça n'existe pas. Puisque ça c'est un minorant, ça c'est un autre, ça c'est un autre. Le plus grand de ces minorants n'existe pas. On conclut donc que cet ensemble partiellement ordonné n'est pas un treillis. Rappelons-nous, au chapitre 1, on a dit qu'un treillis, c'est un ensemble partiellement ordonné où toute paire d'éléments a un sub et un inf. Nous ne sommes pas ici dans la situation des treillis. Par contre, si on regarde ce qu'on va appeler multi-inf, c'est les éléments maximaux de l'ensemble des majorants. Ici, on est à de l'ensemble des minorants, on est à A et B. Voici A et B. Ces minorants sont là. Les éléments maximaux des minorants, c'est C et D, par définition d'éléments maximaux. Oui, l'élément maximal des minorants. De même, quand on vient ici, on regarde l'élément minimal des majorants. C'est l'élément minimal des majorants, c'est ça. Voici les majorants. L'élément minimal des majorants, c'est AB. Voilà. Et c'est dans cette situation-ci qu'on se retrouve dans une situation de multitreillis où le multisub, ce n'est pas un élément, c'est souvent un ensemble. Donc, le cas où le multisub va donner un élément, le cas où le multi-1 va donner un élément, on va se retrouver dans la situation des treillis. Voilà de manière simple, sur un exemple, la notion de multitreillis. On va faire tout le discours, mais fixons ceci dans notre tête et ça nous permet de comprendre la leçon jusqu'à la fin sans se poser des questions. Voilà. On peut passer maintenant à la théorie. Donc, on peut prendre les notes. On a vu tout à l'heure que le treillis,
c'est un ensemble partiellement ordonné où chaque paire d'éléments admet un sup et un inf. Si on se rappelle bien, on a dit que quand ça admet un sup, c'est un sup demi-treillis. Quand ça admet un inf, on a un inf demi-treillis. Et là, on a la notion de majorant. Et ici, on a la notion de minorant. Et là, nous avons la notion de multisup. J'ai expliqué sur un exemple. La notion de multi-inf. Et ça, c'est la notation. L'exemple du tableau nous donne toute la définition. Et maintenant, nous avons là la définition d'un treillis, d'un multitreillis, avec la notion d'ordre. Et enfin, nous avons la définition 3-ci, qui donne aussi la notion des treillis, multitreillis, dans le cas non déterminisme. C'est ça. Bon, on va revenir copier après pour se fixer les idées. Il faut toujours comprendre avant de copier. Nous avons vu dans le cas des treillis qu'on a ceci, L, hein, tel que pour tout élément, on a X ou Y, X et Y existe. Ça, c'est ce qu'on a vu pour les treillis. Et on a dit aussi qu'un treillis, c'est vérifiant des actions, c'est-à-dire commutativité, associativité, commutativité, absorbant et autres. Et les deux définitions, qu'on définisse le treillis avec un ensemble partiellement ordonné vérifiant ça, ou ceci vérifiant les actions, on a montré que les deux définitions sont équivalentes. La même chose va se passer pour les multitreillis. Donc on aura ça, où on va démontrer qu'avec les éléments, on peut calculer les multisup, les multi-inf. Et maintenant, on aura aussi une structure comme ça, où ça, c'est un opérateur non déterministe, tel que ceci vérifie d'autres actions. On va parcourir les actions tout à l'heure, parce que les choses ne seront pas exactement comme ça, mais ce sera calculé sur la situation dans les treillis. Donc, pour les treillis, on a deux définitions, une définition avec l'ordre et une définition algébrique. Pour les multitreillis aussi, on a une définition avec l'ordre et une définition algébrique. Nous pouvons donc noter maintenant. Voilà. Donc, voilà. Quand on a de la définition 3, une situation non déterminisme, on a donc une application qui va de M croix M vers P de M. À l'arrivée, on a des ensembles. Alors que ce qu'on connaît d'habitude, c'est qu'on va de M croix M vers M. À l'arrivée, on prend deux éléments. À l'arrivée, on a les éléments. Ici, on prend deux éléments. À l'arrivée, on a un ensemble. C'est deux situations bien différentes. L'un est plus compliqué que l'autre et conserve l'autre. Voilà donc la définition algébrique. Donc, on prend un ensemble muni d'une opération non déterministe, tel que la propriété 1, c'est l'idempotence. On avait la même chose pour les treillis. La commutativité, on avait aussi la même chose. Ici, on ne parle plus d'associativité, on parle de l'associativité. Donc l'associativité à droite, l'associativité à gauche. Le plus important, c'est cette notion de M-associativité. M ici veut dire associativité dans le contexte des multitreillis. Et rail associativité, associativité aussi dans le contexte des multitreillis. Et la compatibilité est là, dans le contexte des multitreillis. Ainsi, si on a un ensemble, et là on a aussi la loi d'absorption. Et on conclut donc une structure algébrique munie de multi-1, multi-sup, vérifiant les actions que nous avons vues en haut, est un multitreillis. Et c'est facile à voir, puisque comme dans le treillis, on peut travailler dans un seul cas avec le sup. On aura le sup multitreillis, le multisup, si vous voulez, on aura un semi-treillis. Et on peut travailler aussi avec un côté
et on aura aussi un demi-treillis et multitreillis. Et un multitreillis sera un demi-treillis pour l'opération multi-inf et un multitreillis pour l'opération sup. Donc, les deux définitions et comment dirais-je, la méthodologie est calquée exactement sur ce qu'on a fait au chapitre 1. Sauf que ici, comme on va désormais manipuler les sous-ensembles, les démonstrations, les résultats vont être un peu colorés. Voilà. Et comme on a bien dit, que ce soit la définition algébrique, que ce soit la définition avec l'ordre, les deux définitions coïncident. C'est ça. Donc, dans la suite du cours, on s'en moque. Que ce soit la définition algébrique, que ce soit la définition de l'ordre, nous sommes d'accord que les deux définitions coïncident et on peut s'amuser. On utilise la définition qui nous arrange. Bon, ça c'est deux notions importantes, la notion de multitreillis plein et de la notion de multitreillis borné. Plein, c'est-à-dire tout simplement que chaque vous prenez n'importe quel élément, ceci est toujours différent de vide et ceci est aussi différent toujours de vide. Ça c'est la notion de multitreillis plein, puisqu'il peut arriver dans le cas où ceci et ceci est un ensemble vide et ceci est aussi l'ensemble vide. Mais on va le cas le plus intéressant, c'est le cas où c'est un multitreillis plein et ce sera le cas dans le chapitre que nous allons voir où notre multitreillis résidu sera plein. Donc, généralement, dans notre situation actuelle, nous on n'a pas affaire au cas hybride où le multisup ou le multi-inf est vide. Borné, c'est-à-dire qu'on a un plus grand élément et un plus petit élément. Ça, c'est des choses classiques. Voilà. Tout à l'heure, j'ai expliqué la notion de multisup et la notion de multi-inf sur un exemple. Et on peut reprendre le même exemple. C'est là 1, A, B, C, D, zéro. On va l'appeler M6 et on peut faire beaucoup de calculs là-dedans. Et le M6 va nous aider parce que on démontre que c'est le plus petit multitreillis qui n'est pas un treillis. On a la notion aussi de sous-multitreillis et la notion de sous-multitreillis comme on a la notion de sous-treillis. Mais ici, on va se retrouver dans deux situations. Quand on va prendre deux éléments, ça peut être dedans, comme ça peut rencontrer le X. Donc, on prendra X inclus dans M. X est un sous-multitreillis. Si et seulement si, regardons la situation. Généralement, ceci, ça veut dire quoi? Si et seulement si pour tout A, B appartenant à X, on a deux situations. Si on aura ça, ça peut être dans X et A. Mais au lieu d'imposer que ce soit dedans, on peut aussi imposer ceci. On veut imposer seulement que ça rencontre. Puisqu'on a deux possibilités. Ça peut être dedans, comme ça peut rencontrer. On a donc deux définitions.
Si tout est dedans, on va parler de full. Si ça rencontre seulement, on va parler de restricted. Ça veut dire que soit plein, soit réduit. On a donc deux définitions de sous-multitreillis. On a la notion de sous-multitreillis plein et la notion de sous-multitreillis restreint. C'est ça. Les définitions sont faciles à voir. Et il est facile de voir que l'un est plus strong que l'autre, est plus fort que l'autre. C'est ça la solution. Quand on est plein, on est restreint. Mais quand on est restreint, on ne peut pas être plein. De même qu'au chapitre 1 et 2, nous avons une notion très importante, la notion d'idéal et la notion de filtre. Ici, on va prendre seulement les résultats qui existent dans les treillis et généraliser et reformaliser, voilà le vrai mot, reformaliser dans le contexte des non déterministes. Rien de sorcier, les définitions sont là. Soit là on a un multitreillis, un sous-ensemble non vide sera appelé un M idéal. M idéal veut dire l'idéal de multitreillis, si c'est si. Là, on a chicoté seulement la propriété dans le cas des treillis où qui dit que le joint de deux, que le sub de deux éléments est dans I. Ici, ça devient le sub, le multisub de deux éléments, comme c'est un élément, comme c'est un ensemble, on se transforme, on retrouve avec l'inclusion. De même, la propriété 2, ainsi que la propriété 3, là où on vient la définition d'un idéal dans un treillis résidué. Il est clair que si on suppose que le multisub et le multi-inf est réduit à un singleton, cette définition coïncide exactement avec la définition de l'idéal dans un treillis. De façon duale, on a la notion de filtre, qu'on va aussi appeler M-filtre. Ceci, c'est la propriété duale de 1, de même 2, de même 3. Donc, dans notre contexte, on va appeler M-filtre, filtre du multitreillis, M-idéal, idéal du multitreillis. Le M ici veut dire multi. Congruence, relation de congruence dans les multitreillis. Qu'est-ce qu'on a ici? Relation de congruence dans les multitreillis. Il faut bien comprendre ce qu'on entend ici par relation de congruence. Nous, on connaît comment écrire que X et Y sont en relation. Ça, c'est connu. Maintenant, on a des ensembles. Quand dirons-nous que X et Y sont en relation? Dans le cours, j'ai noté avec til, mais en réalité, que l'on note avec til ou qu'on laisse comme ça n'a pas de problème. Parce que suivant le contexte, on saura si c'est un ensemble ou bien si c'est un élément. La définition est fort simple. On dira que l'ensemble suivant est en relation avec l'ensemble Y, si et seulement si, chaque fois que vous prenez un élément dans X, vous allez trouver un élément dans Y tel que X en relation avec Y. Et réciproquement, chaque fois que vous allez prendre un élément dans Y, vous allez trouver un élément X. Un élément X appartenant à. Un élément X appartenant à grand X tel que
X. Voilà. Voilà la définition d'une relation d'équivalence entre deux ensembles. Et comme on a vu dans le cas des treillis, quand on a une relation d'équivalence, c'est-à-dire réflexive, symétrie et transitive, lorsqu'on a une relation d'équivalence compatible avec les opérations, on obtiendra donc une relation de congruence. Ici, on aura l'opération inf, multi-inf et l'opération multi-sup. Voilà donc la définition de congruence. Du moment où on connaît déjà définir la relation entre des ensembles, nous pouvons donc noter donc, si on a un ensemble M et deux sous-ensembles X et Y dans M, c'est ça, et deux sous-ensembles X et Y contenus dans M, on dira que X est en relation avec Y et on note ainsi, lorsque pour tout X là, on trouve Y là, tel qu'on a ça. De même, pour tout Y là, on trouve X dans X, tel qu'on a ça. Si on a une relation d'équivalence, c'est OK. Et la classe d'un élément sera toujours notée X. Et on dira donc qu'on a une relation d'équivalence si on a une relation de congruence, si on a une relation d'équivalence compatible avec les opérations. Ça, c'est la compatibilité avec le multi-inf. Ça, ce n'est rien d'autre que la compatibilité avec le multi-sup. C'est une manière générale de définir la notion de congruence. Et comme dans tous les autres structures algébriques, quand on a une congruence, l'ensemble quotient reste aussi un multitreillis. Et ça, c'est les propriétés de la congruence. Et on démontre que l'ensemble quotient, voilà, l'ensemble quotient, c'est ça. Et on démontre que c'est aussi un multitreillis. Et voilà comment on peut dire que deux classes, une classe est inférieure à une autre classe. Et les autres propriétés sont là. Voilà les propriétés équivalentes qui démontrent là, ça dit comment la classe de X est plus petite que la classe de Y. Ça veut dire ça. Les deux notations sont équivalentes, ainsi que la notation suivante. Donc, pour nous résumer, on a une situation où on est, au lieu d'avoir deux éléments, on a des ensembles et on a pu définir comment un ensemble sera équivalent à un autre ensemble. C'est une généralisation des cas où X est réduit à un singleton, l'ensemble X est réduit à un singleton et l'ensemble Y est aussi reçu à un singleton. Donc, la notion de multitreillis et les résultats que nous sommes en train d'obtenir généralisent ipso facto tout ce qu'on a vu au chapitre 1. Maintenant, nous avons aussi la notion d'homomorphisme. On va juste améliorer la définition que nous on a vue dans les treillis. Je prends un cas. Dans les treillis, on avait dit ceci. F de X ou Y égale à F de X ou F de Y. F de X et Y égale à F de X et F de Y. Donc je suppose qu'on ne s'ennuie là à la hiérarchie. On ne doit pas distinguer l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Maintenant, on est en situation non déterministe. On aura donc F de X ou Y doit donner quoi? Et F de X et Y doit donner quoi? Question de bon sens. Ici, normalement, on devrait s'attendre à avoir ceci. Mais, dans la pratique, on a deux problèmes. Si le multitreillis n'est pas full, un côté peut avoir des soucis. Donc, pour éviter tous les problèmes, on va utiliser l'inclusion.
Et ici, on a aussi l'inclusion. Toutefois, si le multitreillis est full, ça veut dire qu'un côté ne peut pas être vide. Ceci conduit donc à l'égalité. Si M est full, est plein, donc ça veut dire on ne peut pas avoir des choses comme ça qui sont vides. Puisque si on avait mis l'égalité, de ces côtés, on peut avoir des choses qui ne sont pas vides. Et de ces côtés, avoir le vide, avoir quelque chose qui n'est pas inclus dans le vide, c'est une contradiction. C'est pour ça que on est obligé de prendre l'inclusion pour se rassurer que on est obligé de prendre l'inclusion. Maintenant, si c'est plein, on est sûr qu'on n'a pas le vide. Et ceci se traduit simplement par f de x ou y égale à f de x ou f de y. Attention, ici on est obligé de prendre inter f de m pour se rassurer que ceci est dans l'image de m. Ceci et ceci peuvent exploser, mais on prend inter f de m pour rester dans l'ensemble image. De même, ici, on aura f de x, y est égal à f de x inter f de y, le tout inter f de m. Là, c'est pour se rassurer toujours qu'on est dans l'ensemble image. Voilà donc la définition d'un morphisme dans le contexte des multitreillis. Et on a bien donc, soit on définit avec l'inclusion, si on n'est pas sûr que notre multitreillis résidué, notre multitreillis est plein, ou bien on le définit avec l'égalité lorsque notre multitreillis est plein. Notons donc. Donc, nous avons la définition 14, un morphisme qui va d'un treillis M, multitreillis M vers un multitreillis M', où M est donné par là et M' donné par ça. On a donc un joint, un morphisme pour le sup, si et seulement si la propriété suivante est vérifiée. Et pour le multi-inf, on a la proposition suivante. Et ce sera un morphisme si c'est un morphisme pour le multi-inf et un morphisme pour le multi-sup. Voilà les deux définitions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le multitreillis est plein, la définition 1 se résume à l'égalité et ceci à l'égalité. Et je dis bien, prenons les précautions pour prendre avec l'intersection de h de m, parce que le membre de gauche est un élément de h de m, et on va se rassurer que le membre de h de droite aussi reste un élément de h de m. Voilà. Avant d'arrêter donc pour ce chapitre, nous sommes clairs que beaucoup d'autres propriétés qu'on a vues sur les treillis, par exemple l'image réciproque d'un idéal doit être un idéal, l'image réciproque d'un filtre est un filtre, par exemple le noyau et le conoyau, tout ça, ça c'est facile à voir. Et nous avons là quelques éléments utilisés pour la suite de ce cours, pour ce cours. Là, c'est ce que nous avons étudié jusqu'à présent. Pour le cours de demain, nous allons continuer avec la notion de multitreillis résidué. On prendra un multitreillis et on va enrichir cette fois-ci avec une résiduation et on va refaire le travail qu'on a fait au chapitre 1 et au chapitre 3. Et ceci, on obtiendra également une structure très riche avec des propriétés intéressantes et des applications aussi intéressantes. Bon, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des questions, je reste à votre écoute. Merci pour votre aimable attention.